film. Est-ce que ça vous inspire des réactions, des questions? Oui, moi je voudrais dire quelque chose parce que je suis bénévole à la CIMAD, qui est une association qui s'occupe ensuite. Et je dois dire que lorsqu'on voit le courage, la droiture de ces gens qui arrivent, et qui vont arriver, s'ils y arrivent chez nous, dans l'abominable labyrinthe administratif de l'État français pour accorder le moindre papier, et face à ce qui va nous tomber sur la figure aujourd'hui ou demain, ça laisse rêveur, parce que ce sont des gens qu'on aurait vraiment intérêt à avoir avec nous, et pas à leur imposer ce qu'on va leur imposer. Parce que quand ils sont arrivés, ils sont très loin d'être du bout du chemin. On les voit arriver dans nos permanences, souvent seuls déjà, et désespérés. Voilà, donc merci pour ce magnifique film. Alors bon, effectivement, quand ils arrivent en Italie ou ailleurs, on sait bien que leur périple n'est pas fini, et loin de là. Et si on revient sur justement ce périple en Afrique, quoi. Alors, nous, chez SOS Méditerranée, on a l'habitude de recueillir les témoignages des gens qui veulent s'exprimer sur le bateau, hein, souvent ils en ont bien besoin. Et si on revient au début du film, donc là, les deux jeunes, ils ont le souhait clairement de venir en Europe. Il faut savoir que ce n'est pas le cas de tous, loin de là. En fait, les personnes qui traversent la Méditerranée, bien souvent, ils sont contraints de traverser la Méditerranée. Ils étaient souvent partis de chez eux, et c'est ce qu'ils nous disent, pour aller travailler à côté, pour échapper à la misère, à des sévices, enfin, il y a mille raisons en fait pour partir de son pays. Et on fait souvent le rapprochement avec, depuis 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, presque 2, avec l'Ukraine. C'est vrai que les Ukrainiens, quand ils sont partis de chez eux, ils sont allés principalement en Pologne, en Allemagne, en France, en Italie, mais ils ne sont pas partis au bout du monde, et c'est naturel. Alors les Africains, il n'y a pas de raison qu'ils fassent différemment. Donc ça, c'est par rapport au début du film, c'est ce que je voulais souligner. Donc dans le film, c'est clairement un souhait de partir en Europe pour aller faire une vie, pour gagner de l'argent, pour aider sa famille. C'est vraiment pas la majorité. La majorité, ils partent du Sénégal, ils montent en Mauritanie, etc. Et ils vont d'abord dans les pays à côté. Et après, c'est pour ça que le film est très bien, parce qu'il montre les différentes étapes. Après, en fait, ils sont racolés dans le désert, ils sont embrigadés dans un système de mafieux, hein, qui les pousse vers la Libye, en fait. Et une fois qu'ils sont en Libye, là, c'est le drame, quoi, parce que voilà. Une autre question. Je vais arrêter de parler, je vais vous laisser parler, vous. Bonsoir, je suis chef de service en maison d'enfants à caractère social pour mineurs de ma compagnie. Pour la plupart que nous avons accueillis ne souhaitaient pas venir en Europe. Donc c'est un double choc culturel parce qu'ils ne savaient même pas qu'ils venaient vers l'Europe à la base. Bon, le film est absolument remarquable. Bon, voilà. Moi, je suis frappé par une chose, c'est qu'il y a une double économie. Il y a une économie en Afrique de gens qui font du pognon,
font du pognon avec ces gens, qui le comprennent lentement et qui finissent par le comprendre. Et puis il y a une économie en Europe qu'il s'agit de faire travailler des sans-papiers en les faisant bosser au noir. Oui, je voudrais... Dans le film, il propose aux jeunes qui n'ont pas assez d'argent d'être capitaine. Piloter le bateau, c'est pas par hasard, parce que celui qui pilote le bateau est considéré comme un passeur. Et donc les Libyens ne pilotent pas les bateaux. Et ceux qui sont considérés comme passeurs n'ont pas le même traitement quand ils arrivent en Europe que ceux qui étaient dans le bateau. D'où l'intérêt de le faire faire par un mineur. Oui, et puis le bateau, il est perdu. On met un rafio qui est foutu. Il n'y a personne pour le ramener, ils le savent. Et ça explique les nombres de problèmes qu'il y a en Méditerranée. Parce qu'en fait, il est largement payé par le passage. Oui, une évidence quand même. Le film fait le choix d'une fin heureuse, si on peut dire, enfin, relativement heureuse. Rappelons quand même les dizaines de milliers de morts noyés en Méditerranée, les centaines de bateaux qui coulent ou qui font naufrage de diverses manières. Alors, bien sûr que c'est suffisamment dur comme ça, mais je vais juste dire ça. Peut-être un chiffre. Cette année, d'après l'Office international des migrations, il y a eu en Méditerranée centrale 2055 décès enregistrés. Cette année. Enregistrés. On ne compte pas évidemment tous les gens qui ont disparu sans témoin. Et l'an dernier, donc c'est un chiffre qui date de la semaine dernière. L'an dernier, donc l'année n'est pas terminée. L'an dernier, on était à 1417 pour toute l'année. Donc je le répète, c'est en Méditerranée centrale. C'est Libye, Italie, c'est pas toute la Méditerranée. Mais c'est le chemin le plus dangereux, le plus meurtrier. Et en fait, 2023 est d'ores et déjà l'année la plus meurtrière depuis 2017. Cette année, c'est terrible. Alors, moi, après ce que vous venez de dire, comment est-ce qu'on les compte, puisque, la question a peut-être l'air un peu bizarre, mais j'imagine qu'il y a des naufrages et des bateaux dont on ne voit même pas la trace, donc ou à la limite, même si on les voit couler, on ne sait pas combien ils sont dessus, donc comment on arrive à un chiffre aussi précis. Mais ce que je voulais aussi demander, c'est donc il y a tout un passage, on voit la police des frontières corrompue, qui accepte des bacs chiches, etc. Bon, ça, à la limite, on s'y attend un peu, mais tout le passage avec la torture et puis la vente d'esclaves, c'est dans la structure, je veux dire, mafieuse de tout le trafic, et on sait dans quel pays ça se passe. En Libye. Oui, alors sur la question de la Libye, effectivement, je veux dire, c'est quand même dénoncé depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a vraiment... l'État libyen fonctionne mal, c'est vrai. Il y a même s'il y a deux gouvernements selon les endroits en Libye, il y a quand même une certaine forme d'autorité. Oui, donc ça fait plus de 10-15 ans maintenant qu'on dénonce des marchés aux esclaves, du même type que ceux qu'on a pu voir quand ils ont été vendus pour 500 dinars chacun pour aller travailler. Alors ils n'étaient pas trop mal tombés, puisque leur patron, content d'eux, a quand même fini par les libérer. Ce n'est pas le cas de tous. Il y en a qui restent des années en Libye, qui sont complètement en situation d'esclavage. La torture est aussi largement documentée en Libye. Les rapports d'Amnesty International, depuis de très nombreuses années, documentent de façon extrêmement détaillée des centaines et des centaines de situations de personnes qui ont vécu cet enfer. Et à l'instant où nous parlons, ça continue.
et avec la complicité de l'Union européenne qui traite avec la Libye pour empêcher les personnes qui sont en Libye de partir pour venir vers nous. C'est-à-dire que l'Union européenne négocie avec des pays aussi peu regardants sur les droits de l'homme que la Libye, aujourd'hui la Tunisie, la Turquie depuis très longtemps, pour empêcher que ces personnes puissent passer les frontières de l'Union européenne. Nous construisons une forteresse au sein de l'Europe et pour ce faire, nous acceptons de négocier des traités absolument indignes avec des pays qui violent allègrement les droits de l'homme en permanence. On ne peut pas dire qu'on ne le sait pas. Je veux dire, là maintenant, on le sait tous depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en notre nom, sont organisées et on tait des violations des droits humains absolument épouvantables à nos frontières pour empêcher les migrants de passer la frontière. Au collectif Agir, nous accueillons donc ceux qui arrivent jusqu'à Aix ou à Marseille et qui ne sont pas logés par l'État. Et on a un jeune parmi nous, guinéen, qui raconte son parcours, qui raconte le parcours qu'on voit là, traversée de l'Afrique, etc. Avec beaucoup de détails, les gens qu'il a rencontrés, comment il a payé, comment il a pris il est monté dans le 4x4, ceux qui sont tombés. Il raconte ça avec beaucoup de détails. Il raconte la traversée de la Méditerranée avec beaucoup de détails. La Libye, il me dit, j'en parle pas. La Libye, il ne peut pas en parler. On n'est pas arrivé à savoir, enfin c'est peut-être pas important de savoir, le tout c'est qu'il arrive à dépasser ce traumatisme, mais c'est un traumatisme phénoménal. Il a été hospitalisé à Aix pour d'autres problèmes que celui-là. Il est sorti de l'hôpital, il s'est sauvé et il m'a dit, le monsieur qui est venu parlait arabe, en Libye il parle arabe, moi j'étais couché, lui il était debout, c'est pas possible, et il est parti de l'hôpital. C'est des traumatismes qui sont énormes. Et ça c'est la Libye, entre autres. Oui, par rapport à ce que tu disais au sujet de l'Union européenne, je rajouterais dans l'autre sens, l'Union européenne, il faut savoir qu'ils financent nous finançons les gardes-côtes libyens, qui quand ils interceptent une embarcation, au lieu de l'aider, en fait, ils la ramènent en Libye. Et les personnes qui sont à bord retombent dans ce système mafieux, en fait. Et c'est l'Union européenne, malheureusement, qui finance les gardes-côtes libyens. Bon, on n'est pas, franchement, enfin, personnellement, moi je suis très pro-européen, mais c'est vrai qu'il y a des questions à se poser, quoi. On parlait des 2000 et quelques morts en Méditerranée, mais justement, moi j'étais surtout horrifié, en plus, par ce qui se passe en Libye. C'est-à-dire le nombre de morts dans le désert, ce qu'on a eu d'ailleurs aussi avec la Tunisie il y a quelque temps, on en a parlé, c'est-à-dire en fait combien il y a de morts avant d'arriver, et à la limite quand ils meurent en Méditerranée c'est une chose horrible parce que, bon, on voit très bien ce que c'est, en Libye ils meurent sous les coups de fait des gens qui sont là, je veux dire, c'est une mise à mort en Libye qui a lieu. Et moi, je pense effectivement que nos responsabilités sont énormes. Je parlais tout à l'heure du droit à vivre, et je pense que l'Europe ne respecte pas ce droit à vivre dans la mesure où elle ne veut pas tenir compte de cette situation. Elle fait comme si ça n'existait pas, alors qu'elle en est responsable dans la façon dont elle bloque l'arrivée en Europe. Je ne dis pas qu'il est simple de régler toutes les questions de migration, mais quand les lois sont faites sans considérer en premier qu'une personne a le droit de vivre, je pense qu'on est dans une dérive extrême. Le temps que comprenne l'autre question, et pour compléter, donc tu étais sur la dimension profondément humaniste. Moi j'ai envie de rajouter quelques chiffres, puisqu'aujourd'hui, donc 18 décembre, c'est la journée des migrants. L'ONU et l'Office international des migrations publient chaque année des statistiques
Et le nombre approximatif de migrants qui a été publié pour l'année 2022, bon, 2023 ça sera publié en janvier-février, est de un petit peu moins de 300 millions de personnes sur Terre qui sont des migrants, c'est-à-dire des personnes qui vivent pendant plus de 3 mois, il y a des définitions précises, vivent pendant plus de 3 mois dans un pays dans lequel ils ne sont pas nés. Nous sommes 8 milliards sur Terre, ça fait donc moins de 4% de la population mondiale. Donc, certes, on peut trouver que ça fait beaucoup, voilà, 4%. Je voudrais rappeler que ce que tu as dit, migrant, il n'est pas né dans le pays dans lequel il se trouve, il est migrant dans ceux qui arrivent en France et dont parlent certains partis politiques et se gaussent de ce chiffre-là. La proportion, le nombre le plus important sont des étudiants. Ouais. Quand on parle des migrants qui sont en France, on parle d'abord des étudiants. Et ça, on ne l'entend pas. Avant de parler des sans-papiers. À peu près 100 000 sur les 300 000. Ou 110 000, je crois, oui, je ne sais plus bien. Donc voilà, enfin, il faut qu'on arrive à prendre conscience, à deviner ce qu'il y a derrière, ce qui est utilisé. Et ce qui va être utilisé à l'heure actuelle. Tout à l'heure, quelqu'un, je crois que c'est toi, Marc, qui a parlé de personnes. Dans ce qu'on entend maintenant et ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne sais pas quel est le résultat de ce qui s'est passé aujourd'hui, des décisions qui ont été prises, on ne parle jamais des gens, absolument jamais des gens. On parle à l'autre parti politique pour gagner des voix. Il n'est pas du tout question des gens. Et quand par hasard on parle des gens, c'est pour savoir s'ils sont utiles, s'ils sont capables de travailler, et voilà. Et on ne se pose pas la question de savoir pourquoi ils sont partis, dans quel état ils sont, s'ils ont besoin de protection. Enfin voilà, il y a une humanité qui a complètement disparu. Et j'avoue que ça fait un peu peur. Je pense qu'une des façons de faire, c'est de s'engager. Quelque part, mais de s'engager. De parler, de dire et de s'engager. Je voudrais rajouter, au point de vue des chiffres, que 30% des migrants en France sont des Européens de l'Europe des 27. Quand on donne les chiffres pour affoler les populations, 30% sont des gens qui sont des Européens. Oui, je voulais vous remercier pour cette avant-première et pour ce magnifique film qui, effectivement, permet de dire on ne peut pas se dire qu'on ne savait pas. Et je voulais témoigner alors d'une note d'espoir parce qu'il y a eu une œuvre qui a été créée l'année dernière par Daniel Baum, qui est un auteur-compositeur, sur exactement cette épopée, et ensuite, et sur la suite aussi, sur l'accueil, puisque l'épopée finit bien, avec un jeune qui finit par avoir des papiers. Et j'avoue que cette œuvre, elle a été chantée l'année dernière au Sismic, au théâtre Tourski. Elle continue son chemin, puisqu'en Bretagne, il y a 40 collèges qui la travaillent et qui vont la chanter au printemps. Il y a Draguignan, il y a Créteil, il y a Nice, je crois. Donc c'est un message d'espoir, ça montre comment l'art peut sublimer aussi ces choses-là pour permettre de le faire passer, de faire savoir. Et quand des enfants chantent cette épopée-là sur une musique qui est belle, qui est entraînante, ça permet aussi de faire prendre conscience et aux enfants et à leur famille de ce qui se passe. Et je pense que c'est une arme très importante. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, ça s'appelle « On n'arrête pas les oiseaux ». C'est un livre CD. Agir, vous en avez. On en a, enfin, là, je pourrais vous dire comment se le procurer sur l'association Terre de Chansons. Et ça fait du bien. Ça a été chanté il n'y a pas longtemps aussi à Bouc-Bélier, mais en petit comité. Et voilà, c'est un message aussi pour pas être plombé, pour savoir que partout il y a des gens qui travaillent. La preuve en est, on est assez nombreux là, et partout en France il y a des associations, des groupes qui accueillent, mais personne ne le sait. Donc je crois qu'il faut diffuser le mieux possible. Il y a un très bon documentaire aussi sur Cédric Héroux, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est sorti, et ça fait partie aussi des messages d'espoir.